Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous en avons tous conscience. Un malaise général hante notre vie publique. Il a pris la forme d'un écart profond entre la classe politique et les citoyens, comme plusieurs signes l'attestent. Les niveaux records de l'abstention aux dernières élections, la montée en puissance du populisme, le rejet des partis politiques de gouvernement. Le problème est double. Il s'agit d'une perte de confiance de la part des citoyens en ceux qui les gouvernent, mais aussi du problème de la représentativité des électeurs qui se reconnaissent de moins en moins dans leurs mandataires. Loin de moi l'idée qu'une nouvelle réforme de la Constitution, si profonde soit-elle, puisse être une panacée. Du moins, peut-on se demander si certains aspects de notre Constitution ne contribueraient-ils pas à la désaffection des citoyens? Et si, inversement, certaines réformes, dans le sens démocratique, ne seraient pas souhaitables afin de combler le fossé entre les Français et ceux qui les gouvernent? En introduction à nos débats, je vous propose de retracer, à grands traits, cela va sans dire, notre histoire constitutionnelle avant d'en venir à la Ve République. La Révolution, il faut toujours partir de là, la Révolution a liquidé la vieille société fondée sur les privilèges, inauguré une ère nouvelle avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et instaurer de manière définitive l'égalité civile. Mais elle a échoué dans sa volonté de donner aux Français un régime constitutionnel stable. Et cet échec va peser lourd sur toute la suite de l'histoire républicaine. Relevons au passage cette différence entre la France, l'Angleterre et les États-Unis. La glorieuse révolution de 1688 établit en Grande-Bretagne un régime de monarchie constitutionnelle qui évoluera dans le sens démocratique, mais dont le cadre ne changera pas. La révolution américaine aboutit à la Constitution de 1787 qui, quels que soient les amendements qui l'ont modifiée, reste la base de la vie politique des États-Unis. En revanche, la Révolution française, en raison des profondes divisions du pays, n'a jamais pu stabiliser un régime politique, monarchique ou républicain, ni en 1791, ni en 1793, ni en 1795, la décennie révolutionnaire s'achevant par le coup d'État de Napoléon Bonaparte. De 1791 à 1958, la France a connu 15 constitutions successives. Cette instabilité est une des marques originales de notre histoire, ce n'est pas la plus exemplaire. La Révolution de 1848, qui ouvre un nouveau cycle républicain, a inventé le président de la République. L'Assemblée constituante, composée en majorité de républicains modérés, confia la préparation du projet constitutionnel à une commission de 18 membres, dont le plus distingué était certainement Alexis de Tocqueville, l'auteur de La démocratie en Amérique. La dite commission, en abordant le chapitre du pouvoir exécutif, chose étonnante, parle d'une seule voix. On aura peine à croire, écrit Tocqueville dans ses souvenirs, qu'un sujet si immense, si difficile, si nouveau, n'y fournit la matière d'aucun débat général, ni même d'aucune discussion fort approfondie. On était unanime pour vouloir confier le pouvoir exécutif à un seul homme. L'un des membres de la commission, Dupin-Aîné, propose alors qu'il porte le titre de président de la République, ce qui fut adopté. Le projet constitutionnel, celui d'une assemblée législative unique et d'un président de la République élu au suffrage universel masculin, est mis à la discussion par la constituante au mois d'octobre. Là,
il n'y eut pas d'unanimité. Le modèle de la Convention reste prégnant dans bien des esprits. La gauche, sans désavouer le choix d'un président, veut que celui-ci n'émane que de l'Assemblée unique et soit soumis à celle-ci. Jules Grévy, lui, l'assimile à un simple président du Conseil révocable. L'extrême gauche est cependant très minoritaire. Tocqueville, au nom de la Commission, défend la thèse de la division des pouvoirs et l'autonomie du président. Un gouvernement d'assemblée unique, disait-il, qui possède la plénitude des pouvoirs législatifs, mais encore la plénitude du pouvoir exécutif, ce serait un gouvernement tracassier, tyrannique, un gouvernement changeant, violent, irréfléchi, étourdi, sans tradition, sans sagesse. L'équilibre ne pouvait être réalisé que par l'élection du président par les citoyens. Ce n'était nullement un retour à la monarchie. La République, disait-il, pour un grand nombre de Français, diffère de la monarchie en ceci que dans l'une, le pouvoir exécutif est nommé par les citoyens, tandis que dans l'autre, il tire son droit de Dieu ou de sa naissance. Pour quelle raison l'Assemblée de 1848 avait-elle suivi la commission favorable à un président de la République élu au suffrage universel? Je rappelle que c'était suffrage universel au premier tour, puis élection par l'Assemblée en cas de second tour. On aurait choisi alors parmi les 5 candidats arrivés en tête. Donc, pourquoi cette espèce d'unanimité en faveur d'un régime qui accordait au chef de l'exécutif à la fois la fonction de chef d'État et de chef de gouvernement? La première raison vient du refus d'un retour à un régime de type conventionnel, celui que défend l'extrême gauche, derrière lequel se profilait évidemment le souvenir de la terreur. En second lieu, l'élaboration de la Constitution s'est faite dans un climat d'extrême tension sociale et politique. L'Assemblée, le 15 mai, avait été envahie par des manifestants emmenés par Blanqui et Barbès. En juin, l'abolition des ateliers nationaux avait provoqué une insurrection terrible, la guerre civile à Paris et une répression impitoyable. Le pouvoir était alors passé de la commission exécutive à une sorte de dictature romaine dont le général Cavaignac fut chargé. En octobre, l'état de siège était encore maintenu. Les constituants ont voulu donner à la République une autorité capable de maintenir l'ordre, et à cet effet, il importait aux yeux de beaucoup de personnifier cette autorité étatique. Enfin, et peut-être surtout, le modèle américain, inventeur de la présidence de la République, avait inspiré les constituants, comme l'attestent les nombreuses références à l'Amérique au cours des discussions. Finalement, la Constitution du 4 novembre 1848, qui est adoptée par 739 voix contre 30, attribue au président de la République, élu pour 4 ans au suffrage universel et non immédiatement rééligible, de vastes pouvoirs. Il a le droit de faire présenter des projets de loi à l'Assemblée par les ministres. Il dispose de la force armée. Il a le droit de grâce qu'il exerce après l'avis du Conseil d'État. Il promulgue les lois. Il nomme et révoque les ministres. En revanche, il ne dispose pas du droit de dissolution. Selon l'article 68, toute mesure par laquelle le président de la République dissout l'Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l'exercice de son mandat est un crime de haute trahison. Par ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions. Les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance. Le pouvoir exécutif passe de plein droit à l'Assemblée nationale. Ce régime, cependant, est mal défini. Régime présidentiel ou régime parlementaire? Dans un premier temps, il a l'allure d'un régime parlementaire, puisque Louis-Napoléon Bonaparte, qui a été élu président au mois de décembre 1848, fait appel pour former le gouvernement à Odilon Barrot, qui est chef nominal du ministère, un président du Conseil sans le titre. L'Élysée et l'Assemblée sont en harmonie, mais
À la suite d'un désaccord de politique étrangère au sujet du pape, en octobre 1849, le président demande aux ministres leur démission, alors qu'ils n'étaient pas mis en minorité par l'Assemblée. Louis-Napoléon Bonaparte entend cumuler désormais la fonction de chef d'État responsable et chef de gouvernement, un gouvernement qu'il compose d'hommes nouveaux pris en dehors de la majorité. Destiné à assurer l'équilibre des pouvoirs, la Constitution en organisait surtout la séparation étroite, sans aucun organisme d'arbitrage entre l'exécutif et le législatif, et alors que le président n'avait pas le droit de dissolution. Les conflits entre le président et l'Assemblée deviennent fréquents et parfois profonds. Ainsi, en mai 1850, l'Assemblée conservatrice est à l'origine d'une loi qui restreint le suffrage universel contre l'avis de Louis Bonaparte. La même année, le président destitue le général Changarnier, gouverneur anti-bonapartiste de la place de Paris, au scandale de la majorité. L'Assemblée refuse sa confiance au ministère qui démissionne, mais n'ose pas s'attaquer au président. On sait que Louis-Napoléon Bonaparte, élu en décembre 1848, voulut se maintenir à la tête de l'État au-delà de son mandat de 4 ans, qu'il échoua à convaincre les 3/4 requis de l'Assemblée pour la révision constitutionnelle nécessaire, que pour parvenir à ses fins, il fit le coup d'État du 2 décembre 1851 et, un an plus tard, rétablit l'Empire. Ainsi, l'élection d'un président au suffrage universel avait été le tremplin du retour à la dictature bonapartiste. Les républicains s'en souviendront. Les débuts de la Troisième République sont singuliers, puisque, nés de la défaite militaire de Napoléon III et de la journée révolutionnaire du 4 septembre 1870, elle est remise en cause par une majorité monarchiste issue des élections du 8 février 1871 à l'Assemblée nationale. Thiers est alors élu chef de l'exécutif avant de devenir, par la loi Rivet du 31 août 1871, président de la République, responsable devant l'Assemblée. Pour la majorité, il ne s'agissait que d'une transition en attendant la restauration monarchique. Thiers, jouant son propre jeu, est devenu favorable à une république conservatrice, est renversé et bientôt remplacé par le maréchal MacMahon. C'est toujours une période d'attente pour les monarchistes. Cependant, lorsqu'il fut avéré en 1873 que, en raison de l'intransigeance du prétendant, le comte de Chambord, la restauration était remise au canon grec, la majorité de l'Assemblée vota la loi du septennat. Le pouvoir exécutif est confié pour 7 ans au maréchal MacMahon. Nouvelle mesure pensée comme provisoire, mais qui deviendra en fait un article constitutionnel jusqu'en 2000. En 1875, le rapprochement du centre droit, les orléanistes désabusés, et de la gauche, les républicains modérés, permet le vote des lois constitutionnelles. Dans l'esprit des orléanistes, celles-ci ne doivent pas hypothéquer la possibilité d'une restauration, mais la force des choses les amène bientôt à reconnaître la République. On peut dire de façon subreptice. Le tournant est pris en effet à la suite de l'amendement Vallon, ancien monarchiste rallié à la République. L'amendement Vallon voté à une voix de majorité le 30 janvier 1875 et selon lequel, je cite, « le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale ». Ce titre de président de la République avait été attribué personnellement à titre individuel d'abord à Thiers puis à MacMahon. Cette fois, l'impersonnalité de la fonction est reconnue et partant la forme du régime. Puisqu'il y a un président de la République, il faut bien qu'il y ait une République. Tel est le paradoxe de cet amendement Vallon. C'est au moyen
de l'institution présidentielle, dont les républicains, échaudés par le 2 décembre, n'étaient pas vraiment partisans, que la République, cessant d'être un régime provisoire, devenait le régime officiel des Français. Tout n'était pas dit pour autant. La loi du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics, définissait les larges pouvoirs du président. Élu et rééligible par le Sénat et la Chambre des députés, il avait l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux assemblées. Il détenait le droit de grâce. Il disposait de la force armée. Il nommait à tous les emplois civils et militaires. Il avait le droit de dissoudre la Chambre sur l'avis conforme du Sénat. C'étaient là des pouvoirs considérables que les républicains modérés avaient acceptés pour faire accoucher d'une république une assemblée en majorité monarchiste. Les élections législatives de 1876 ayant donné la majorité aux députés républicains, la France fait l'expérience de ce qu'on appellera plus tard la cohabitation. Se pose alors la question, qui, du président ou de la Chambre, aura la prééminence du pouvoir? La réponse est donnée par la crise du 16 mai 1877, déclenchée par MacMahon, qui, en désaccord avec le président du Conseil Jules Simon, force celui-ci à la démission pour le remplacer par un des siens, le duc de Broglie. Ce nouveau gouvernement minoritaire était intenable. MacMahon dissout la Chambre. Les élections qui suivent sont décisives. Les républicains l'emportent. MacMahon doit se soumettre. Lorsque celui-ci finit par démissionner en 1879, la fonction présidentielle achève de se transformer, sans rien changer à la lettre des lois constitutionnelles. Les pouvoirs du président de la République sont, dans les faits, sensiblement amenuisés. Des juristes parleront de la Constitution Grévy. Le nom est celui du successeur de MacMahon, qui redonne pleinement la suprématie des pouvoirs au Parlement et affaiblit du coup les siens. Cet épisode, resté dans l'histoire sous le nom du 16 mai, a été déterminant. Une révision de fait avait eu lieu. La lecture parlementaire des lois de 1875 l'emportait. De ce jour, le Parlement devenait tout-puissant et sans contrepartie. Un républicain en avait vu le danger. Jules Ferry. Jules Ferry, qui passe à juste titre pour l'un des fondateurs de la Troisième République, mais qui n'en a pas moins défendu l'équilibre des pouvoirs contre l'avis majoritaire des républicains. À ses yeux, cet équilibre exigeait le droit de dissolution pour le président de la République. Dès 1877, il en affirmait le principe qui restera sa conviction. C'est un droit nécessaire, disait-il. C'est la régulation du régime constitutionnel. C'est le moyen de résoudre les conflits insolubles qui peuvent se prolonger indéfiniment aux États-Unis pendant des années, mais qui ne peuvent se prolonger chez nous sans paralyser la vie nationale. La dissolution, c'est la seule forme sérieuse, efficace, pratique de l'appel au peuple. Ôter au président de la République le droit de dissolution, c'est le reléguer au rang d'une institution nationale ou nominale ou décorative. J'aime mieux ceux qui le suppriment tout à fait. Conformément à la tradition de gauche, hostile au pouvoir personnel, la Troisième République, tout en gardant la fonction présidentielle, la vidait de sa substance originelle. Désormais, le président désignerait le chef du gouvernement en tenant compte de la majorité de la Chambre des députés. Il se priverait de l'initiative des lois qui revenaient au gouvernement et au Parlement, devant lequel celui-ci était responsable. Plus jamais, jusqu'à la fin de la Troisième République, il n'userait de son droit de dissolution.
le pouvoir politique était passé définitivement de l'Élysée au Palais Bourbon. Je dis le Palais Bourbon parce que la Chambre des députés était à Versailles, mais elle a été justement transférée par la loi du 21 juin 1879 au Palais Bourbon. Le régime parlementaire